Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier le médiateur de la République du Sénégal, Maître Alioune Badara Cissé, de m'avoir invité à prendre part à cet important événement. Je regrette de ne pouvoir être là en personne, mais sachez que c'est un immense honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous qui jouez un rôle crucial dans vos pays en tant que médiateur. Étant donné l'importance de vos fonctions qui vous amènent à être à l'écoute des préoccupations des populations et d'aider les partis à trouver une solution, j'aimerais suggérer que vos rôles de médiateur puissent encore être élargis afin d'inclure un rôle de suivi et de surveillance afin de vous permettre de détecter dès les premiers signes les tensions et les revendications qui pourraient exister dans vos sociétés afin de pouvoir les adresser à un stade précoce lorsqu'elles sont encore seulement à leur balbutiement et avant qu'elles ne deviennent trop sérieuses et compliquées à résoudre. Mon bureau a développé un outil d'analyse qui, je pense, pourrait vous être d'une grande assistance pour effectuer ce type d'évaluation précoce afin de prévenir et d'agir avant que les tensions ne surviennent et grandissent. Nous avons développé cet outil dans le but d'évaluer les facteurs de risque conduisant à la commission des atrocités criminelles, par lesquelles j'entends les crimes contre l'humanité, le génocide, le nettoyage ethnique et les crimes de guerre. Je crois sincèrement que cet outil d'analyse pourrait être très utile dans vos fonctions car il permet d'évaluer les points de vulnérabilité qui peuvent exister dans vos pays respectifs. Bien qu'il mette l'accent sur les atrocités criminelles, ces facteurs de risque sont tout aussi pertinents pour la prévention des conflits violents. Le cadre d'analyse propose deux principaux outils d'analyse pour évaluer le risque d'atrocité criminelle. Une liste de 14 facteurs de risque d'atrocité criminelle et les indicateurs correspondant à chacun des facteurs de risque. Je vais en quelques mots vous exposer quelques-uns des facteurs de risque et vous informe déjà que cet outil d'analyse complet est disponible en ligne sur notre site Internet. Le premier facteur de risque est lié aux situations de conflits armés ou les autres formes d'instabilité. Il s'agit des situations qui soumettent un État à des tensions et créent un environnement favorable aux conflits et aux atrocités criminelles, telles que la présence de grandes instabilités politiques, de menaces contre la sécurité du pays, voire de la volatilité de la situation économique ou sociale. Sans entraîner nécessairement des conflits ou des atrocités criminelles, les situations d'instabilité et de conflits armés en augmentent considérablement la probabilité. Un deuxième facteur de risque, c'est lorsqu'un État a connu des antécédents de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ce facteur de risque est pertinent lorsque les séquelles des atrocités survenues dans le passé n'ont pas été convenablement prises en considération par des processus de responsabilité pénale individuelle, de réparation, de recherche de la vérité et de réconciliation, ainsi que par des mesures de réforme générale des secteurs sécuritaires et judiciaires. Toute société dans une telle situation est plus susceptible d'avoir encore recours à la violence pour régler ses problèmes. Le troisième facteur de risque est la faiblesse des structures étatiques. Il s'agit des circonstances qui remettent en cause la capacité d'un État de prévenir ou faire cesser les atrocités criminelles. Le risque de violence et d'atrocités criminelles est d'autant plus grand que l'État n'a pas les moyens de les prévenir. Un État a pour mission de protéger sa population en se dotant de mécanismes et d'institutions
obéissant aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Lorsque ces structures sont faibles ou absentes, cela entame considérablement l'aptitude de l'État à prévenir les conflits et les atrocités criminelles, exposant les populations aux agissements de ceux qui pourraient profiter des lacunes ou défaillances de l'appareil d'État ou de ceux qui pourraient prendre le parti de la violence pour faire face aux menaces réelles ou supposées, et ce, singulièrement en temps de conflit armé, lorsqu'il est primordial que ceux qui ont recours à l'usage de la force connaissent pleinement et respectent les règles censées protéger les populations contre une telle force et aient les moyens nécessaires de le faire. Un autre important facteur de risque que j'aimerais exposer ici est la capacité de commettre des atrocités criminelles. Les acteurs qui ont l'intention de commettre de telles violences doivent disposer de moyens et d'appuis importants et nécessaires, internes ou externes. Ils doivent également avoir l'intention de faire usage de cette capacité. Le cinquième facteur de risque que nous avons identifié se rapporte aux circonstances propices ou à l'action préparatoire. Ce sont les événements ou les mesures graduelles ou soudains qui créent un environnement propice à la perpétration d'atrocités criminelles. Il est souvent possible d'identifier des faits, des actions ou des changements indiquant la probabilité que certains acteurs prennent des mesures afin de perpétrer des actes de violence généralisés et éventuellement des atrocités criminelles, comme par exemple l'imposition de mesures de sécurité extraordinaires qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou la création de milices et l'acquisition de grandes quantités d'armes. Un autre important facteur de risque qui fait partie de notre cadre d'analyse est celui relatif aux facteurs déclencheurs, qui sont des événements ou circonstances qui ne semblent pas être liées aux atrocités criminelles, mais qui peuvent gravement exacerber les conditions existantes ou déclencher leur apparition. Par exemple, nous pouvons citer les attaques contre la vie, l'intégrité physique, la liberté ou la sécurité des dirigeants, des personnalités éminentes ou des membres de groupes opposés, les attaques terroristes, les événements religieux ou les actes réels ou supposés d'intolérance religieuse ou de manque de respect, y compris en dehors des frontières nationales, les actes d'incitation ou propagande haineuse ciblant des groupes ou individus particuliers, le recensement, les élections, les activités centrales liées à ces processus ou les mesures qui les déstabilisent, ainsi que les changements soudains qui affectent l'économie ou la population active, notamment suite à des crises financières, des catastrophes naturelles ou des épidémies. Finalement, je voudrais vous présenter enfin un dernier acteur, un dernier facteur de risque qui me semble être l'un des plus importants. Il s'agit des tensions entre groupes ou des pratiques discriminatoires à l'encontre de certains groupes. Le facteur de risque n'est pas l'existence de la diversité au sein de la population d'un pays. Et ce ne sont pas non plus ces différences en soi qui provoquent le conflit entre groupes. C'est au contraire la discrimination fondée sur ces différences et ces diverses formes persistantes qui établissent au sein de la société des divisions qui servent à la fois de cause matérielle et de justification apparente de la violence de groupe. Enfin, je voudrais aborder un dernier aspect, il s'agit de la résilience. Suite à ce que j'ai déjà relevé, quelques-uns des facteurs de risque
qui peuvent conduire aux atrocités criminelles et aux conflits relèvent de ce que je appelle l'importance de la résilience. Il s'agit de créer un environnement structurel et opérationnel propre à réduire les risques, c'est-à-dire donc se donner les moyens de sa résilience face aux atrocités criminelles et aux conflits. L'état de droit est une des principales sources de résilience. La protection juridique des droits de l'homme et des minorités, un pouvoir judiciaire indépendant, des institutions nationales de défense des droits de l'homme, des forces de sécurité légitimes et une presse indépendante et responsable en sont les ressorts. Lorsque l'état de droit est chancelant ou sous tension, ces ressorts vacillent et les populations se trouvent à la merci de la discrimination. En pareil cas, la discrimination et la violence dont elle tire sa force s'exercent en toute impunité. Non seulement l'impunité exacerbe la violation des droits de l'homme et entame la protection humaine, mais elle crée également les conditions qui favorisent et encouragent l'incitation à la violence et à toutes sortes d'atteintes. L'impunité est ainsi à l'origine de cycles de violentes réactions discriminatoires de nature à entraîner crimes de guerre, génocide, nettoyage ethnique et crimes contre l'humanité. En prenant des mesures pour réduire, atténuer ou gérer les facteurs de risque, l'État et ses partenaires peuvent à la fois les rendre moins susceptibles de miner l'État et la société et donner au pays la résilience qui lui permette de négocier les situations de stress annonciatrices de crises et de conflits ouverts. Toute une série de mesures d'intervention s'offrent à l'État en présence de ces facteurs de risque. Il peut notamment concourir à mettre en place ou renforcer des mécanismes nationaux et régionaux afin de permettre d'asseoir la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, ou encore de réformer le secteur de la sécurité dans la mesure où ces interventions concourent directement à la prévention d'atrocités criminelles et à la prévention de conflits. J'ai déjà parlé de l'importance de l'état de droit et de la responsabilité d'institutions nationales solides et crédibles. L'État doit se doter d'un plan d'action national de prévention des atrocités et le mettre en œuvre, élargir le cercle de décideurs, susciter la confiance entre les différentes communautés et accompagner le règlement des conflits en cas de tension, réagir face à toute incitation à la violence, promouvoir des initiatives tendant à revaloriser le rôle de la femme dans la société et prévenir la prolifération des armes légères et de petit calibre. En l'absence d'un environnement propre à réduire les facteurs de risque, les sociétés sont vulnérables face à la violence et aux conflits, comme nous en avons été les premiers témoins lors de la crise en Côte d'Ivoire. La faiblesse de l'état de droit et des mécanismes de prévention des atrocités de l'époque n'avaient pas permis de prévenir les tensions entre les communautés qui n'avaient cessé de grandir face à un système basé sur la discrimination et l'exclusion. Le concept de l'ivoirité avait engendré une division si profonde au sein de la population que la situation de crise s'était rapidement détériorée jusqu'à entraîner la séparation du pays, non seulement d'un point de vue géographique,
mais aussi ethniques et religieux. Il a fallu l'intervention de nombreux médiateurs et un soutien important de la communauté internationale pour rassembler les Ivoiriens, alors que des mesures précoces appropriées pour lutter contre les discriminations et promouvoir la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme auraient permis d'apaiser les tensions et d'empêcher cette crise. Les pertes en vie humaines occasionnées ont été importantes alors qu'elles auraient pu être évitées. Je ne cesserai jamais assez de le répéter. Les mesures de prévention des atrocités et des conflits sont la clé de la stabilité et d'une paix durable dans nos sociétés. Nous avons tous un rôle à jouer. Pour être efficace, la prévention exige de la détermination et des initiatives au niveau local, national et international, ce qui implique notamment de s'entendre pour construire des sociétés tolérantes et ouvertes à la diversité. Mesdames et messieurs, en tant que médiateurs, vous contribuez à construire ces sociétés tolérantes et vous jouez un rôle déterminant dans la prévention des conflits et des atrocités criminelles dans la sous-région. J'espère que mon bureau aura l'opportunité de travailler étroitement avec chacun et chacune d'entre vous et qu'ensemble, nous bâtirons une sous-région de paix et de prospérité, une sous-région où les conflits vont disparaître et où la gestion constructive de la diversité sera la règle pour une Afrique de l'Ouest en paix. Je vous remercie.